Donc, je suis un des ancêtres de cette réunion puisque j'ai ouvert l'ENAC de Toulouse. Je crois que c'était le 1er octobre 1968, dans une école encore pas tout à fait finie, mais c'était très sympathique. Alors, la présentation que je vais faire, une partie, je l'ai fait avec l'aide d'un certain nombre de collègues, je veux les citer. Donc, j'ai utilisé les capacités de Patricia Favret, la DRH du groupe 3S, qui est aussi la présidente de la commission sociale de la FNAM. J'ai utilisé les compétences de Julie Cornet du groupe Europe Handling pour tout ce qui est décarbonation, qualité, sécurité, etc. Et j'ai utilisé les compétences de Christopher Guir du groupe TCR, bah aussi pour tout ce qui est un peu innovation et décarbonation. Donc je les remercie à l'avance. Mais bon, c'était plus compliqué. Ils étaient là le jour des états de l'air, mais là, ça aurait été un peu plus compliqué à faire. Et donc, on a été obligé de tout simplifier. Voilà donc ce que je voulais vous dire en entrée de jeu. Et bon, j'espère que vous voyez ma présentation. Je vais essayer de virer tout ça qui ne me sert à rien. On voit très bien. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un titre un peu accrocheur qui est de dire, finalement, dans l'aviation, il y a des chaînons qui sont bien connus, et puis il y en a qui sont moins connus, et donc j'ai dit, bah, il y en a un qui est moins connu, et donc j'ai dit, bah, on va essayer de trouver ce chaînon manquant dans la chaîne du transport aérien. Alors maintenant, il faut que je trouve sur mon ordi comment ça fonctionne pour changer de... il n'a pas l'air de vouloir avancer. Voilà. Donc, on va pas revenir, mais voyager, c'est un rêve. Et bah, finalement, quand on interroge n'importe qui, bah, on peut nous citer 30 noms de compagnies aériennes. Et quand je dis 30 dans le métier, c'est peut-être 100 noms de compagnies aériennes, depuis les plus prestigieuses jusqu'à certaines dont on n'oserait même pas utiliser les services, mais il n'y a aucune ambiguïté sur les compagnies aériennes. On peut parler d'American Airlines, tout le monde sait ce que c'est. On parle de Japan, tout le monde sait ce que c'est. On parle de n'importe qui. On connaît presque la liste exhaustive des low cost, puisque c'est vraiment celle d'actualité. Et puis, de l'autre côté, ben, on connaît aussi les aéroports. Tout le monde sait que l'aéroport Kennedy, c'est à New York, qu'il y a un aéroport à Osaka qui est géré par Vinci, que les aéroports parisiens, bien sûr, on ne les cite pas, Charles de Gaulle, Orly, puis pratiquement, on peut aller jusqu'à Rodez, Pau, Tarbes, etc. Et en fait, entre les deux, ben, il y a quelque chose qui manque. Et le quelque chose qui manque, c'est ce que j'ai appelé le chaînon manquant, qui en fait va faire la liaison entre les aéroports et les compagnies aériennes, et dont peu de personnes sont capables de citer au moins 10 acteurs. Quand je dis 10, il y en a beaucoup, c'est même presque zéro. Donc, ce chaînon, on va essayer d'aller à sa recherche pendant 1 heure, et on va essayer de trouver ce qu'il y a entre les compagnies et les aéroports. Eh bien, en fait, on l'a tous sous les yeux, c'est-à-dire quand on voyage, quand on travaille sur un aéroport, ben, on a sous les yeux, parce qu'on est curieux, ce chaînon. Hein. Et ce chaînon est indispensable, d'ailleurs on le voit très bien pourquoi il est indispensable, c'est quand il s'arrête, tout s'arrête. Hein. Il suffit d'arrêter cette activité une journée et il ne se passe plus rien sur l'aéroport, il ne se passe plus rien pour les compagnies aériennes. Eh bien, il a un nom, qui est connu universellement sous le nom de ground handling. Alors on l'appelle aussi des fois airport handling parce qu'il y a des ambiguïtés fantastiques et le plus ambigu est IATA, qui finalement a un airport handling manuel et dedans il parle de ground handling. En France, on a enregistré ça sous le mot de assistance en escale, ce qui est quand même pas génial. On va le dire honnêtement, ben, il fallait trouver un nom. Assistance, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu assistance sociale, bon, alors que en fait, on n'est pas du tout dans le mot assistance sociale. Donc ça y est, on l'a trouvé. Euh, et on va essayer de le décoder. Alors, ce que c'est et surtout quels sont ses vrais enjeux en termes de que ce soit économique, social, évolutif, etc., etc. Alors d'abord,
Qu'est-ce que le ground handling? Alors, ça, c'est un truc que je dis souvent à mes étudiants quand je vais à l'ENAC faire les masters ou autres, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vraie définition de ce service. Et en fait, c'est un ensemble de services qui, au sol, on va s'occuper des passagers, des bagages, du fret et des avions des compagnies aériennes durant leur temps d'escale. Donc, en fait, on est un peu le prestataire de services que les compagnies aériennes choisissent pour s'occuper de leurs clients, de leurs avions, de leurs équipages, etc. Donc voilà la définition grossière et maintenant je vous propose qu'on passe un peu plus dans le détail. Alors, puisqu'on a trouvé le chaînon manquant, on va regarder ce qu'il y a dans ce chaînon. Alors, le chaînon, il s'occupe d'abord des passagers. Alors, les grandes rubriques du passager, c'est l'enregistrement des passagers, mot un peu bizarre qui est beaucoup plus clair en anglais puisqu'il est connu sous le nom de checking, l'embarquement des passagers qui a son alter ego qui est le débarquement des passagers. On a donc l'accueil à l'arrivée. Alors l'accueil à l'arrivée en termes de service d'assistance aujourd'hui, ça consiste à ouvrir les portes souvent de l'aérogare. On a le traitement des litiges bagages, c'est-à-dire pour les pauvres passagers qui n'ont pas leur bagage à l'arrivée ou qui ont un bagage fortement détérioré ou pire, qu'on a un bagage qui visiblement a été ouvert et il manque des objets. Et puis, on a le traitement de tous les cas spéciaux. Alors, dans tous les cas spéciaux, on va trouver quoi? On va trouver les enfants non accompagnés, on va trouver les personnes à mobilité réduite, mais aussi plus globalement les personnes handicapées, puis on va trouver les VIP, qui soient vrais ou faux. Les vrais, c'est ceux qui sont déclarés comme tels. Les faux, c'est ceux qui se croient VIP et qui enquiquinent tout le monde lors de leur passage dans les aérogares. Donc, voilà, c'est une grosse activité. Et vous imaginez bien qu'en termes d'impact sur la compagnie aérienne, quand elle sous-traite ce service, en fait, elle demande aux assistants de traiter ce qui est pour eux la malheur marchande la pire, qui est le passager, comme elle l'aurait fait si elle avait traité elle-même. Donc en fait, la compagnie met ses passagers, donc ses clients, dans les mains d'un tiers. Et donc demande à ce tiers de faire en sorte qu'à la fin, le passager, la passagère disent, cette compagnie, elle est très bien. Donc voilà, première grosse activité, c'est s'occuper des passagers. Deuxième occupé, bien sûr, on va s'occuper des bagages. Donc on va les décharger à l'arrivée, on va les acheminer vers l'aérogare, les livrer sur les carrousels qui sont généralement affectés par l'aéroport lui-même. Donc on est dépendant du choix de l'aéroport, ce qui quelquefois n'est pas sans problème hein, quand on s'aperçoit que on peut avoir à livrer deux ou trois vols sur ou le même tapis ou dans la même partie de l'aérogare. Et puis au départ, on va les prendre à l'enregistrement, on va les trier alors, soit à la main, hein, quand il n'y a pas de trieur automatique, soit un tri automatique qui va les envoyer directement sur le bon avion, et on va les charger soit dans les conteneurs, soit sur des chariots vrac pour les acheminer vers l'avion et ainsi les charger dans l'avion. Alors, le traitement du bagage, c'est quand même un des points les plus compliqués, à la fois parce que dans les grands aéroports, les schémas, c'est compliqué, et puis aussi, ça demande énormément de manuels, hein, que ce soit pour les mettre sur des chariots, que ce soit pour les mettre dans des conteneurs, que ce soit pour les charger, c'est un peu de l'huile de coude hein, qu'il faut pour faire les trucs. Et même si on améliore petit à petit les processus, le manuel reste la point clé de cette activité. Puis on va s'occuper du fret. Alors, le fret, c'est un monde encore à part hein, dans le traitement de l'assistance en escale, et on verra peut-être tout à l'heure, mais c'est souvent pas les mêmes qui l'utilisent. Pourquoi? Parce que dans les compagnies aériennes, le fret, c'est pas non plus dans le même secteur que le traitement des passagers, et le seul point commun entre le fret et les passagers, c'est qu'ils montent sur le même avion. Donc, on va traiter le fret à l'arrivée, on va le décharger, l'emmener vers ce qu'on appelle les hangars de fret, on va le dédouaner, on va le trier, puisque en fait, les palettes, c'est un vrai mélange de trucs qui n'ont souvent rien à voir les uns avec les autres, et on va le livrer aux destinataires finaux qui sont en attente de leur fret.
On va avoir le fret outbound, c'est-à-dire qu'on va recevoir le fret dans les magasins de fret et il arrive dans n'importe quel ordre, souvent avec des paquets de formes très différentes. Et donc, on va construire ces fameuses palettes qui doivent à la fin ressembler à un cube. Ou alors, on va charger le fret dans des conteneurs. Pour le fret, on a souvent des conteneurs doubles qui permettent d'en mettre plutôt pas mal. On va aussi passer, comme toujours, le dédouanement. Tout ça va se faire, bien entendu, avec la sécurité la sûreté pour le fret. Et puis, dernière activité, ben, il y aura le transfert vers les avions ou venant des avions. Dans beaucoup d'aéroports, et Charles de Gaulle est bien entendu le pire en la matière, la distance entre l'avion et la zone de fret est énorme, ce qui fait que, par exemple, à Roissy, on est obligé d'utiliser des énormes camions pour transférer le fret vers les avions. Alors, je fais juste un aparté pour dire que dans l'assistance fret, bah aussi, on charge des camions, puisque vous savez peut-être, un nombre important de fret se promènent sur les routes. Bah, ça va être le cas, par exemple, en France, des frets qui viennent des aéroports qu'on va appeler régionaux et qui ont généralement pas la capacité d'être mis sur les avions de ces aéroports et qui vont aller rejoindre Roissy, Francfort, Amsterdam. Mais si vous prenez un pays comme la Chine, le réseau camion de la Chine, mais c'est extrêmement impressionnant. Ben, après, on va s'occuper de l'avion quand même, parce que c'est un peu notre cœur de cible. Alors, on a des activités, ce qui est important de voir quand on traite un avion, c'est qu'il y en a qui vont durer 10 secondes et d'autres qui vont durer un temps très important. Alors, le plus court, c'est le guidage de l'avion, son calage et sa sécurisation. Alors, le guidage, ben, c'est pour mettre l'avion sur la bonne position. Un avion qui est trop loin va dépasser sur la voie de circulation. Un avion qui vient trop près, on va avoir des problèmes avec la passerelle. S'il n'est pas dans l'axe, il risque de bouger vis-à-vis des voisins. On a pas mal quand même quand on regarde sur une année, je pense notamment aux US, de conflits entre avions simplement parce qu'un des avions n'a pas été mis sur la bonne position. Alors on a beau avoir des mires de guidage ultra sophistiqués et qui marchent très bien, ben, les commandants de bord, d'une façon générale, ils préfèrent le placeur à la main. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, calage, on va caler d'abord la roue avant de l'avion, et puis après les trains principaux. Sécurisation, bah, c'est ces fameux temps à guide qu'on met pour que personne ne vienne passer sous les ailes de l'avion, où on va mettre aussi des plots devant, derrière, au bout des ailes, tout ça pour éviter des pénétrations et donc surtout de la sécurité. On- Obligation d'alimenter l'avion en électricité, puisque de plus en plus l'usage des APU est interdit au sol. Donc alimentation en 400 Hertz. Et puis, ben, suivant les aéroports, on va climatiser l'avion. Ben, dans les pays chauds, on va refroidir la cabine. Dans les pays froids, on va réchauffer la cabine. Et donc, la climatisation n'est pas la même à Dubaï et à Montréal. Et ben, on s'aperçoit que petit à petit, avec le changement climatique, ben, la climatisation devient presque un besoin en France, alors que, je veux dire très honnêtement, quand j'ai commencé dans l'assistance aéroportuaire, et ça fait très longtemps, on climatisait pas beaucoup les avions. En plus, on utilisait peut-être un peu trop les APU. Donc ça aussi, ça va durer quelques minutes, le temps de brancher les équipements qui peuvent être soit des équipements fixes venant des aéroports, hein, des câbles sous la passerelle par exemple, ou des boudins de climatisation qui arrivent de l'aérogare, soit des équipements mobiles que l'assistant amène sous l'avion. On va nettoyer l'avion. Alors sur un avion court courrier, c'est très rapide, hein. Je dirais même sur un low cost, on fait rien. C'est l'équipage qui nettoie l'avion. Mais sur un court courrier, je dis pas un Paris-Marseille, un Paris-Toulouse, Paris-Londres, etc., il y a un nettoyage sommaire fait dans la cabine qui consiste grosso modo à ramasser les papiers, à ramasser tout ce qui traîne, etc. Par contre, quand on a un long courrier, c'est une opération extrêmement compliquée, longue, avec énormément de personnel. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez jamais fait, allez visiter un avion qui vient, par exemple, à Paris depuis, je sais pas,
Un avion qui a volé 14 heures, eh bien, vous verrez qu'à l'intérieur, c'est une vraie poubelle. Il y en a partout. Et ça se demandait des fois si les passagers sont bien éduqués en la matière. Donc, un 380 qui a fait un vol de 14 heures, on va mettre entre 15 et 25 personnes et ils vont travailler pendant plus de 2 heures. On va vidanger les toilettes. Alors ça, c'est un truc qui passe totalement inaperçu pour beaucoup, mais qui est essentiel puisqu'un avion ne peut pas repartir si les toilettes n'ont pas été vidangées et nettoyées et remplies de liquide ad hoc. Bah, pourquoi vous imaginez une panne de toilette ou une impossibilité de toilette sur un vol de 10 heures? Bah, l'avion va s'arrêter, il va faire un demi-tour, il va se poser quelque part. Pareil pour les lavabos, on va vider tout ça et on va remettre de l'eau dans les lavabos. Alors, c'est pas la même eau, ne soyez pas inquiets. Sur un aéroport, les deux robinets doivent être séparés physiquement de façon à ce qu'il n'y ait aucun risque de confusion. Maintenant, un conseil, ne buvez jamais l'eau des lavabos dans un avion. Autre opération qui peut être plus ou moins longue, ben, le chargement et le déchargement de l'avion. Si vous avez un long courrier, ben, vous allez avoir notamment un stock important de fret déjà à charger. Puis des bagages, bah, quand il y a 300 personnes dans un avion ou 300 ou 400 personnes, si vous avez certaines destinations où il y a deux bagages par passager, vous imaginez le nombre de containers qu'on va avoir sur l'avion, et donc ça va prendre un certain temps. Pareil au déchargement. C'est pour ça que ça explique très souvent pourquoi ben, on attend son bagage relativement longtemps à l'arrivée. Pourquoi? Ben, parce que le dernier bagage dans le fond de la soute, le temps simplement de le descendre, de l'acheminer vers le tribagage, eh ben, ça fait passer du temps et c'est pas totalement surprenant d'arriver à des temps de 45 minutes, voire plus. Les opérations de départ, bon, opération de départ, c'est relativement simple, mais surtout c'est une très grande coordination entre le personnel au sol et le commandant de bord. Hein, on va surveiller quand même que lors de la mise en route des moteurs, il ne se passe rien de catastrophique. Bien entendu, on aura retiré tout ce qui traîne au niveau du matériel, on aura retiré les cales, on aura retiré les cônes, etc., etc. Et puis, si par hasard, pour une raison ou une autre, l'APU de l'avion ne fonctionne pas, eh ben, on va amener ce qu'on appelle un air start qui va faire une fonction de mise en route des réacteurs de l'avion en lui envoyant à forte pression de l'air dans les réacteurs. Une fois que l'avion est prêt, ben, en fait, on va le repousser, puis si bien entendu il est soit en osine dans le terminal, soit dans une position où il ne peut pas partir en autonome, eh bien, on va le repousser, puisque vous savez, il n'y a pas de marche arrière sur les avions. Alors, c'est une opération un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai que la première fois où un garçon repousse un avion, un 380, ben, il n'est pas tout à fait rassuré. On a deux systèmes de repoussage, soit avec une barre de tractage qu'on va mettre entre le repousseur et l'avion, soit maintenant de plus en plus avec un système qui vient prendre la roue de l'avion et ça évite d'avoir une pression inutile sur la roue de l'avion, puis ça évite surtout de gérer des barres de repoussage dont on ne sait jamais trop où elles sont. Dans certains pays, ben, la dernière opération, c'est le dégivrage. Alors le dégivrage, ben, il faut que c'est un mélange. Le givre, il se fait avec un mélange de température et d'humidité. Et donc, on va dégivrer l'avion de plus en plus le plus tard possible. C'est pour ça que, par exemple, la CDG, ce qui se faisait au centre de l'aéroport il y a quelques années, ben maintenant, c'est fait en bout de piste. Pourquoi? Ben, il ne faut pas que l'avion puisse regivrer pendant son roulage au sol. Et puis aussi, de plus en plus, on fait du dégivrage en couleur, non pas parce que ça fait beau, mais comme ça permet immédiatement de voir si une partie de l'avion a été ou n'a pas été dégivrée. Alors, bien sûr, on ne fait pas du dégivrage dans tous les pays. Mais en France, on en fait encore. Alors, on en fait moins qu'avant. Pourquoi? Ben, parce que c'est encore un problème de réchauffement climatique. Et puis aussi, on a depuis plusieurs années introduit l'anti-givrage qui permet, dans des conditions correctes, d'éviter le givrage de l'avion. Donc voilà toutes les actions qu'on va traiter autour de l'avion. Alors, j'ai pas cité, mais faut quand même le citer, les opérations dites opérations qui vont consister à établir le devis de poids de l'avion, ce qu'on appelle en anglais la load sheet, qui va permettre en fait de
dire comment on va charger l'avion et puis qui va permettre de donner au commandant de bord des informations sur finalement quel est le chargement, quel est l'équilibre de son avion. Alors de plus en plus, tout ça c'est automatisé et de plus en plus, les assistants font appel à des centres délocalisés. Hein, ça peut être de l'autre côté de la planète. Hein. À Roissy, bah, il y a des lits de poids qui sont faits à Zagreb, mais vous pouvez en avoir pour Singapour qui peuvent être faits à Oslo, ou etc., etc. Et donc, en fait, l'agent d'opération, il est devenu de plus en plus ce qu'on appelle un red cap, c'est-à-dire celui qui se sent responsable du départ de l'avion en toute sécurité et donc qui va prendre les données venant de ce CLC, hein, c'est Central Local Load Sheet Center, et qui va permettre de le donner au manutentionnaire pour charger l'avion. C'est aussi ce qui peut surprendre des fois quand on n'est pas nombreux dans un avion et que l'équipage dit bah, allez tous vous mettre au fond. Pourquoi? Bah, parce que c'est un problème de centrage de l'avion, simplement pour éviter que le pilote ait à faire le zèbre au décollage ou à l'atterrissage. Voilà donc pour l'ensemble des services, ça en fait beaucoup. Hein. Et bah, tout ça, c'est fait, et c'est important de l'avoir en tête, c'est fait par des hommes et des femmes qui travaillent dans les assistants en escale, qui travaillent souvent dans bah, suivant l'aéroport, ça peut être du H24, ça peut être du H18, et ça dépend de la clientèle de chaque assistant, mais qui vont donc en permanence venir traiter les compagnies aériennes. Et ce qu'il faut avoir un peu en tête, c'est que finalement, sur un aéroport, il y a deux activités qui représentent le plus de staff. Le premier, c'est l'assistance en escale, et maintenant s'y ajouter la sûreté. Et très souvent, bah, le personnel de l'aéroport lui-même est beaucoup plus réduit, surtout le personnel opérationnel. Donc, le personnel d'assistance représente un des gros enjeux sociaux et on va l'évoquer tout à l'heure. Alors, qui sont les acteurs de ce maillon? Eh bien, en fait, historiquement, c'était un peu les compagnies aériennes qui étaient les. Pourquoi? Parce qu'elles considéraient que ça faisait partie du processus de traitement de leurs passagers. On avait aussi des aéroports. En France, on avait quand même beaucoup d'aéroports, aéroport de Paris, puisque c'est là que j'ai débuté dans l'assistance en escale, hein, mais aussi Marseille, Bordeaux, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne sais plus en mémoire parce que c'est tellement vieux maintenant que. Et puis, eh ben, avec le temps, eh ben, on s'aperçoit que de plus en plus, l'assistance est assurée par des groupes privés, souvent internationaux, et on a des normes. Hein. Je vais citer le mot Swissport, qui est le leader mondial de l'assistance en escale, bien qu'il ait que le nom de Suisse, dans la mesure où ses actionnaires ne sont plus suisses depuis longtemps. Et le petit schéma vous montre une évolution le bleu, c'est la situation en 2003, donc il y a 22 ans. Et en fait, le violet, c'est celle, bon, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est celle un peu d'avant Covid, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que les airlines se retirent complètement de l'activité. Alors, elles la gardent souvent sur leur base principale pour des raisons historiques, parce qu'elles ont beaucoup de staff. Bon, c'est Air France à Paris, c'est évident que tout le traitement des passagers est fait par Air France et British Airways à Londres, etc. Et puis, ben, le grand vainqueur, si on peut dire, c'est les privés, et qui aujourd'hui ont passé le cap des 60%. Alors, vous allez me dire pourquoi les aéroports n'ont pas trop diminué? Ben, en fait, c'est à cause des petits aéroports. Et puis aussi, il y a certains Gaulois irréductibles. Alors, ils ne sont pas Gaulois, ils sont Allemands, où tous les aéroports allemands veulent continuer à faire de l'assistance, ce qui n'est plus du tout le cas en France, puisque aujourd'hui, à part les petits aéroports, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous d'1 million de passagers, je vais mettre Beauvais à part quand même. Hein. Ils sont un peu ils sont 4 millions de passagers, mais ils sont presque monoservices, monoclients. Et ben, les petits aéroports gardent l'assistance. Pourquoi? Parce que les groupes privés n'ont pas envie d'y aller. Souvent, il n'y a pas de rentabilité sur ces aéroports. Et souvent aussi, c'est intéressant pour l'aéroport de pouvoir faire faire au staff des métiers différents, soit d'aéroport, soit d'assistance en même temps.
Donc la tendance, elle est très claire, elle est de plus en plus d'aller vers des grands groupes internationaux. Même si on prend le cas de la France, bah, les grands assistants français sont Avia Partner, qui est donc un groupe d'origine belge, qui est donc dans un certain nombre de pays en Europe, Hollande, Allemagne, Belgique, France, Italie, Espagne, vous voyez déjà. Les deux autres, c'est le groupe Europe en ligne, qui est certes beaucoup à Paris, mais qui est aussi en Irlande, qui est aussi à Londres, qui est aussi dans des pays africains. Et puis le groupe 3S, alysien, qui au début était très français, mais qui est aussi en Espagne, qui est aussi en Belgique, etc. Donc on voit que même au niveau de la France, on a des groupes qui ont sorti des frontières. Et puis bah, vous avez des groupes, bah, dans le fret, par exemple, c'est le WFS qui est le leader mondial. Mais ce leader mondial, il vient d'être acheté. D'ailleurs, qu'on voit bien que dans les groupes privés, bah, il y a une espèce de fusion, acquisition, etc., etc. Alors, dans tout ça, vous avez quand même des assistants un peu spécialisés. Ben, vous avez ceux qui sont plutôt tournés autour du passager et de l'avion passager. Vous avez des assistants qui s'occupent plutôt du cargo. Alors, ça peut être le même groupe, mais avec des divisions différentes. Vous avez les transporteurs de passagers sur les airs. Généralement, ce n'est pas les assistants eux-mêmes qui le font. Ils sous-traitent à des sociétés de transport d'autobus. Bah, vous avez les pétroliers. Bon, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ils servent quand même à quelque chose. Ils sont à la limite de l'assistance dans la mesure où, sauf par exception sur les petits aéroports, les pétroliers, ils ne sous-traitent pas leurs services à des assistants, pour des tas de raisons que je n'évoquerai pas. Vous avez le catering aérien où là aussi, il y a des vrais monstres, hein. Je pense dans les vrais monstres bah, à Get Gourmet, hein, qui est la maison mère de Cerber, qui est un des leaders mondiaux, mais vous avez aussi Newrest. Newrest qui est parti d'un tout petit activité sur l'aéroport de Toulouse et qui maintenant est un leader mondial. Et puis vous avez toutes les activités support. Alors les activités support, on va avoir tout ce qui est formation, parce que l'assistance, c'est énormément de formation. Et puis, on va avoir aussi, surtout, tout ce qui est matériel, qu'on appelle matériel de piste, ground service equipment, qui en fait va de plus en plus appartenir à des sociétés qui le mettent à disposition sous forme de leasing ou de, euh, ou de, de prêt ou de vente, etc., et qui vont assurer de la maintenance de ces matériels. Donc, on va voir toutes ces activités qui, finalement, servent globalement à l'assistance en escale. Je regarde mon chrono, ça va. Alors, quelques chiffres. Alors, ils sont toujours sujets à caution. On estime qu'en France, il y a 40 000 personnes qui travaillent dans l'assistance. Alors, ces chiffres incluent les personnels d'Air France qui travaillent dans l'assistance, ceux qui travaillent sur les petits aéroports et FedEx. Vous savez que FedEx à Roissy est un énorme assistant. Alors, c'est une assistance très spécifique, sciences fret, etc. Chiffre d'affaires, alors là, par contre, on va sortir Air France, les aéroports et FedEx. Pourquoi? Parce que on n'a pas de données. Air France, c'est compliqué parce que c'est mélangé avec d'autres activités, mais les privés, on estime que c'est 2 000 millions d'euros. Vous voyez, c'est pas négligeable. Et grosso modo, on a une vingtaine de sociétés importantes, plus quelques petites activités locales, notamment, ben, on va avoir dans le nettoyage avion, on va avoir des petites activités locales. Donc, vous voyez, c'est quand même une activité qui représente un des enjeux importants. Hein, 40 000 salariés, c'est pas neutre au niveau de la France. Alors, comment est organisé le marché de l'assistance? Alors, je vais vous dire, pendant des années, c'était n'importe quoi. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire dans son coin. Euh, En France, bon, il y avait toutes les solutions possibles et imaginables. On avait le duopole Air France ADP à Paris, mais en province, c'était souvent Air France et l'aéroport ou Air France et une société privée, mais il n'y avait pas de règle absolue. Ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'en 96, c'est pas récent, eh bien, il y a une directive qui est sortie pour organiser l'accès au marché sur les aéroports européens de plus de 2 millions de passagers, avec deux cas de figure au choix des autorités.
Soit vous dites, ben, l'accès est libre, ce qui veut dire que l'aéroport n'a aucune possibilité de réfuter un assistant, dès lors qu'il y a une compagnie qui dit, moi oui, je veux cet assistant. Soit vous avez le deuxième cas, c'est l'accès limité pour certains services au marché, les services étant tout ce qui touche au bagage, au service à l'avion et au transfert de fret. Alors, j'ai jamais compris pourquoi ce dernier point, mais grosso modo, ça veut dire que sur ces aéroports limités, il y a très peu d'assistants. Alors, la limitation, elle peut être minimum deux, hein, c'est la règle, deux dont l'un obligatoirement n'est ni en liaison d'une façon ou d'une autre financièrement avec l'aéroport, ni avec la compagnie dominante qui fait 25% du marché. Ça veut dire qu'à Paris, on ne peut pas être à deux. Parce qu'en fait, il faut être trois. Puisqu'Air France est la compagnie dominante, Aéroport de Paris est l'aéroport, donc il fallait être trois. Bon, depuis, l'Aéroport de Paris a décidé de quitter cette activité, mais au démarrage, il fallait donc créer un troisième assistant. Les Allemands, qui sont toujours très stricts, ont dit, bah, on en fait deux. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait quatre. Donc, vous voyez, il y a pas, on considère qu'au-delà de quatre, c'est plus le marché limité. Alors, donc en France, on a que trois aéroports limités, Charles de Gaulle, Orly et Nice, avec à Orly quatre assistants, à Nice quatre assistants, à CDG pour le moment trois assistants, mais le prochain appel d'offres qui va sortir, je crois, en 2026 ou quelque chose, ou 27, on passera à quatre assistants. Alors, les appels d'offres sont faits, si l'aéroport ne fait pas d'assistance, ils sont faits par l'aéroport. Si l'aéroport fait de l'assistance, ils sont faits par l'aviation civile du pays en question. Et puis tous les autres aéroports, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, etc., sont libres d'accès. Et bah, qu'est-ce qu'on a vu quand on a démarré en 1999 en France? Vous voyez, il a fallu quand même 3 ans pour transférer. Et ben, on s'est aperçu que, par exemple, à Marseille, on est passé instantanément de deux assistants à sept assistants. Bon, alors, le marché a mis de l'ordre et on est revenu à des choses plus raisonnables. Si on regarde dans le monde, il n'y a pas de règle, puisqu'il n'y a que la communauté européenne qui a fait une règle générale. Alors on trouve de tout. Le libéralisme absolu, hein, ben, c'est la Grande-Bretagne, bien entendu, c'est les États-Unis. Et puis on trouve encore beaucoup de monopoles absolus. L'État a décidé que c'était soit un privé, soit un aéroport, soit une compagnie qui fait. Ce qu'on s'aperçoit quand même aujourd'hui, c'est une tendance, à ce que les compagnies aériennes et les aéroports se retirent, et puis c'est de perçoivre de plus en plus de pays ouvrent la concurrence. Je peux vous dire que quand il y a quelques années, j'ai été contacté par un groupe anglais qui m'a dit, j'aimerais votre coopération pour ouvrir le marché en Arabie Saoudite, il a fallu que je le fasse répéter 2 fois. Ben oui, le marché est ouvert en Arabie Saoudite. C'est aussi ce qui s'est passé en Algérie, au Maroc. Dire qu'on s'aperçoit que petit à petit, même des pays où il y avait des monopoles absolus, l'Arabie Saoudite, c'était Saudi Arabia, et c'était monopole absolu, eh ben, le pays a dit, je mets ma compagnie aérienne en concurrence sur l'assistance. Alors, ça n'a pas été fait dans les Émirats, hein. Dubaï, alors bien sûr, vous allez me dire, il y a un privé, Denata, sauf que Denata appartient au même propriétaire que la compagnie du coin, au Tchèque de Dubaï. Et puis, du coup, c'est les grands groupes internationaux qui ont bénéficié de tout ça. Et on a vu disparaître un peu tous les petits acteurs. Bah, quand j'étais chez Avia Partner, on a racheté Marseille, on a racheté Nice, on avait racheté des trucs, Bordeaux, etc. Et bah, de plus en plus, ces grands groupes essaient d'augmenter leur part de marché sur le truc. Et on voit des fusions importantes, et les deux dernières sont quand même importantes, il faut les citer. C'est le groupe singapourien SAT qui a racheté un des leaders européens, Menzies, d'assistance. Et puis, c'est le groupe. Non, non, je suis en train de faire une erreur. C'est NAS, qui est un couple koweïtien, qui a racheté Menzies. Et comme ils sont malins, mais ils ont gardé le nom de Menzies, mais Menzies n'appartient plus à Monsieur Menzies. Et puis, c'est SAT,
les Singapouriens qui ont acheté WFS, le leader mondial du cargo. Et on peut imaginer que c'est pas fini encore. Donc un marché quand même en effervescence. Euh, donc on peut supposer qu'au gré, ben, d'abord des volontés des propriétaires de sociétés, mais au gré des volontés d'autres, on pourra avoir encore des fusions importantes. Alors, maintenant, on va essayer de regarder les enjeux de l'assistance. Alors, on en a, premier, c'est les ressources humaines. Pourquoi? Bah, c'est simple. Quand on regarde nos coûts, l'assistance, entre 60 et 70% des coûts d'un assistant, c'est le personnel. Donc, ça mérite qu'on s'en occupe. Ce d'autant que le résultat en termes de qualité, c'est 100%. Le DG, il peut faire ce qu'il veut dans son bureau. Si les personnels que les Anglais appellent le frontline, ils sont pas bêtes, on ne bah, dit n'a pas envie ou fait ça n'importe comment, et le résultat qualité, c'est important. Ce qui veut dire que dans l'assistance aéroportuaire, la gestion du facteur humain, la gestion du personnel est essentielle à la réussite. Et bon, donc ce qui va vous dire qu'il va falloir motiver, encore motiver, expliquer et finalement donner du sens à ce métier. Alors les grands enjeux, d'abord le recrutement. On ne peut pas dire que ce soit amélioré dans les dernières années. Il y a certains bassins de recrutement, on a un peu épuisé le recrutement, et hélas, dans certains endroits, on prend des gens qu'on n'aurait peut-être pas recrutés quelques années avant. Mais c'est bien de recruter, mais si il faut fidéliser aussi, il faut garder les bons éléments, garder ceux qu'on a, parce que s'il n'y a pas de fidélisation, si les bons éléments partent, eh ben, on va être en recrutement permanent. J'ai le souvenir d'un ancien, euh, allez, on va dire, pas concurrent, mais aussi ami, qui avait ouvert une société aux États-Unis et qui disait le gros problème aux États-Unis, c'est qu'on a 100% de turnover du personnel par an. Comment voulez-vous améliorer votre service quand vous avez ça? Donc après, c'est la formation. Alors, il y a des formations obligatoires. Hein, alors, les matières dangereuses, la sûreté, la sécurité, etc. Puis il y a des formations, j'allais dire, de savoir-être, de savoir-vivre, de savoir s'intégrer. Et puis, il faut gérer les compétences, c'est-à-dire permettre aux gens d'évoluer dans leur métier. Communication, motivation par la communication. Hein, moi, je cite toujours la phrase de Richard Branson qui disait, le client ne doit pas arriver en premier, c'est le personnel qui doit arriver en premier. Si vous vous occupez de votre personnel, ils s'occuperont de vos clients. Et c'est très vrai. C'est former des leaders de demain, c'est-à-dire bah, préparer des gens à devenir superviseurs, chefs d'équipe, voire cadres dans les sociétés d'assistance. Et le dernier, mais il est pas c'est pas le moindre, bah, c'est la gestion des changements. On s'aperçoit depuis quand même pas mal d'années, notamment dans le traitement des passagers, bah, qu'on a eu d'énormes modifications des processus. Hein. Euh, et notamment avec l'informatique, le fait que beaucoup de passagers aujourd'hui, notamment les passagers d'affaires, court courrier, on ne le voit plus qu'à l'embarquement. Donc, gros problème pour le personnel, qu'est-ce qu'on va devenir? Même en piste, c'est pareil. On commence à voir, d'abord, on a changé les outils. Hein, on leur a mis des PDA, on leur a mis des tablettes, etc. Et puis, on commence à avoir des équipements complètement différents et il va falloir travailler avec. Il faut que le personnel se sente vraiment acteur, reconnu, euh, parce qu'il est en première ligne. Il va traiter ce qui est le plus cher pour une compagnie, ses passagers, ses bagages. Il va traiter des avions. Je peux vous dire que la hantise des compagnies, c'est qu'on casse leur avion. Et là, ça arrive. Il va communiquer avec les équipages. Et en fait, il va assurer la relation quotidienne avec les compagnies aériennes. Pourquoi? Parce qu'il est avec les représentants des compagnies aériennes. Et donc, si on est capable de motiver le personnel, il va se mettre en, en cadre pour réussir. Et je peux vous dire qu'au cours de ma carrière, j'ai vu des choses où je n'aurais jamais imaginé que le personnel puisse faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Bah, parce que quand l'avion est là, pour la plupart, ils ont envie. Ils ont envie que ça marche, ils ont envie que l'avion parte à l'heure. Alors, il faut s'adapter au nouveau système, il faut s'adapter aux nouveaux équipements, etc., etc. Donc, il faut que dans les sociétés qui aujourd'hui
d'assistance se contente de gérer le quotidien, elle ne durera pas très longtemps. Un environnement de travail positif, bah, il faut essayer de conditions de vie, conditions de travail. Il est évident qu'ils ils vont travailler sur des rythmes complètement fous. Il faut, et ça c'est un de nos prochains projets, convaincre les aéroports de créer des parcours salariés dans un aéroport. Des conditions de travail correctes, des locaux bien aménagés, pas des Algeco dans les coins, etc., etc. Avoir des locaux en nombre et en superficie correcte. Il faut concilier les plannings avec les besoins de l'exploitation. Dire, il faut que d'un côté, on gère bien l'exploitation, d'autre côté, on dise, bah, les gens, ils ont une vie aussi, ils ont une vie de famille, ils ont une vie associative, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à chaque fois qu'on arrive à trouver un compromis sur les cycles de travail, ben en fait, le personnel est beaucoup plus assidu sur son poste. Alors, deuxième enjeu économique. Alors ça, c'est pas neutre. Pourquoi? Bon, c'est pas une activité où on fait des miracles, hein. Alors, j'ai un souvenir d'un ancien directeur financier de groupe qui disait, oh, finalement, je placerai mon argent à la caisse d'épargne, au moins j'aurai un revenu de 3%. Ce qui voulait dire qu'il ne l'avait pas forcément. Alors, les coûts de l'assistance, je vous l'ai dit, les coûts salariaux, 60 à 70%. Deuxième catégorie de coûts, les coûts du matériel. Bah, pourquoi? Parce que c'est des matériels sophistiqués, ne répondant qu'aux normes de l'aviation et donc qui vont être chers. Et puis on a les coûts aéroportuaires, il faut avoir le courage de le dire. Et un truc un peu partout, hein, qu'on n'a jamais pris en compte, c'est que finalement, à chaque fois que les coûts aéroportuaires sont trop élevés, on va les reporter sur les clients, sur les compagnies. Et quand on voit que quelquefois on paye les locaux au même titre que des gens qui n'ont rien à voir avec l'aviation, on se dit quand même, on pourrait faire. Alors, j'ai des exemples, hein. Je ne citerai pas de nom, mais où l'aéroport a dit, bah oui, pour avoir ces compagnies-là, il faut que je baisse mes prix vis-à-vis de l'assistance. Alors, le gros problème des coûts aujourd'hui, bah, c'est qu'ils croissent plus que l'inflation. Bah, pourquoi? Parce que les coûts salariaux, ils répondent pas à notre fameuse inflation classique là qu'on a quand on dit il y a 3%, etc. Pourquoi? Parce que déjà, on a 1% lié à l'ancienneté, et puis bah, tout le monde sait que les coûts salariaux s'augmentent plus que le coût du matériel, c'est pareil. Avec le matériel électrique, là, on a encore franchi une étape importante. Donc, première tendance, des coûts qui augmentent plus que l'inflation. Les recettes, bah, les recettes, c'est les clients et compagnies aériennes, hein. Chaque aéroport, chaque assistant est lié à des compagnies clientes par des contrats. Durée des contrats variables, ça peut être, alors ça va de, il n'y a pas de durée, mais il peut être dénoncé tous les 3 mois, jusqu'à 7 années. Alors, aujourd'hui, on voit que la grande tendance, elle est entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Alors, 7 ans, c'est souvent quand la compagnie a décidé d'abandonner son self-handling et a repassé son personnel à l'assistant qui dit, moi, je veux bien vous prendre votre personnel, mais oh, laissez-moi un peu de temps pour digérer tout ça. Les prix souvent sont fixés en liaison avec cette durée et souvent ils sont ce qu'on appelle capés, c'est-à-dire qu'il y a un maximum d'évolution et ce cap peut très bien ne pas être en liaison avec l'inflation. Donc en fait, on a une évolution tarifaire qui est généralement inférieure à l'inflation quand elle n'est pas nulle. Après le Covid, bah, les compagnies, elles ont commencé à dire, ah ben non, bah, il faut que vous fassiez des efforts parce que nous, on est en difficulté, sauf qu'ils n'ont pas vu que les assistants étaient en très grande difficulté. Ce qui fait qu'on a une équation compliquée, pression des compagnies d'un côté, très forte, des marges très faibles, hein. Il suffit, je dirais, dans une année, il suffit de, je vais dire un truc que je devrais peut-être pas dire, mais de 10 grèves ATC et la marge de l'assistant, elle est morte, hein. Donc, en fait, on est devant un effet ciseau, des hausses de charges, des stagnations de recettes. Il faut gérer ce truc. Et en fait, tant qu'on a eu peu d'inflation, c'était déjà difficile, mais avec la reprise de l'inflation, c'est devenu encore plus compliqué. Qualité, sécurité. Alors, chaque compagnie, généralement, nous double les contrats de ce qu'ils appellent le Service Level Agreement, qui est en fait une espèce de catalogue de critères de qualité et qui, en fait, les compagnies veulent qu'on rende le service suivant ces normes.
Alors, il faut qu'elle soit de préférence mesurable, cohérente, etc. Mais il y a des objectifs chiffrés et certaines compagnies ne se gênent pas pour y ajouter des pénalités si on n'atteint pas les objectifs. Or, au début, les assistants étaient un tout petit peu réluctants, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Au moins, il y a une bonne référence de trucs et ça évite les phrases du type, ouais, vos avions, ils sont tout le temps en retard, oh, ben, de toute façon, votre personnel, il est nul, etc., etc. Alors, mission première de l'assistant, on a deux grands objectifs. Sécurité des opérations, hein. Ça veut dire sécurité au sol, mais aussi sécurité en vol, dès que à mesure qu'il faut que l'avion ait été chargé correctement, équilibré, etc. Et on-time performance. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce que pour faire de la sécurité, quelquefois, ben, on a tendance à oublier l'heure de départ. Mais en fait, ça veut dire que l'assistant, il a un rôle simple, faire partir l'avion à l'heure en toute sécurité. Bon, quand on a dit ça, alors ceci étant, moi j'ajoutais toujours ça, je préfère 3 minutes de retard qu'un avion cassé, hein. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Néanmoins, c'est bien l'objectif. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que l'avion est en retard, c'est pas agréable pour les passagers, ça va déclencher des retards sur toute la chaîne des vols à venir. Alors, satisfaction des clients, d'abord, il faut faire la satisfaction des passagers. Mais la satisfaction des passagers par rapport à ce que nous demande la compagnie. Il ne faut pas traiter du Ryanair comme du first class d'Emirates ou d'Air France. Il faut respecter les dispositions contractuelles, dire s'il y a des normes en termes de ressources humaines, en termes de matériel, il faut les respecter. Il faut respecter nos fameux SLA, la ponctualité, le traitement des bagages, les formalités assurées. Alors, il y en a, je peux vous dire que c'est des pages, hein. Et puis, il y a tout ce qui est conformité, prise en compte des spécifications de chaque compagnie, je peux vous dire qu'elles ont de l'imagination, et puis respect des dispositions réglementaires, puisque ça n'échappe à personne, l'aviation est un monde qui a quand même beaucoup, beaucoup de réglementations. Si on satisfait les passagers, ils sont contents, ils vont dire, pour eux, la compagnie est bonne. Mais si on satisfait les passagers, mais par contre qu'on ne respecte pas les normes de la compagnie va dire, mais attendez, moi je ne vous ai pas demandé ça pour mes passagers. Vous voyez, un peu compliqué. Et des fois, il y a un gros écart entre ce que pense le passager, dire ce qu'il attend, et ce que la compagnie lui a permis. Je me souviens d'une phrase d'un ancien président de British Airways qui disait soignez-moi les premières classes, soignez-moi les classes affaires, les classes éco avec le prix qui paye, vous les faites rentrer dans l'avion. Point à la ligne. C'était un peu grossier, mais c'était un peu ça. La sécurité maintenant en escale. D'abord, bah, sécurité de nos personnels, hein. Ça, c'est important. La santé, la sécurité personnelle, donc tout ce qui touche aux normes de sécurité de ces personnels. La sécurité des passagers eux-mêmes. Et puis, bah, tout ce qui peut traîner autour, la sécurité des personnels entre les sociétés. Les opérations, bah, s'assurer que pendant les opérations au sol, on n'ait pas des impacts sur les avions, que les avions soient bien chargés et qu'ils puissent arriver correctement à destination. Donc, les avions, les infrastructures à l'aéroport, on n'est pas là pour les casser, et puis nos propres équipements. Impact sur l'environnement des opérations, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, et ben à la fin, tout ça, ça participe à l'image de l'assistant. Et ben un assistant qui a une mauvaise réputation, il ne dure pas très longtemps sur le marché. Donc, la plupart, bien entendu, ont des systèmes de gestion de la sécurité avec une politique, des analyses de risques et de dangers, des promotions. Alors, en matière de sécurité, il faut répéter tous les jours, hein, c'est pas inné la sécurité, un système de reporting et une assurance sécurité, amélioration continue du processus. Alors là, on introduit le dernier peut-être, c'est ce qu'on appelle la culture juste, qui consiste à dire on punit pas l'agent qui a fait une bêtise. D'abord, on le punit pas pour son action, sauf si bien entendu c'est prémédité ou etc. On va être obligé de proportionner la sanction à l'expérience, la formation. On va d'abord essayer de comprendre avant de punir.
Pourquoi? Parce que quand les gens se sentent dans une situation où ils disent si je fais une ânerie, je suis puni, ben, ils deviennent nerveux et à la fin, eh ben, en fait, ils vont faire la bêtise qu'il fallait pas faire de toute évidence. Alors, on va revoir la Regulation de HASA là, qui arrive. Alors, on n'est pas très inquiet. Pourquoi? Bah, alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'une administration s'occupe de l'assistance en escale, en dehors des administrations locales. Alors, je voudrais dire tout de suite qu'entre, soit avec la DGAC, les compagnies françaises, les assistants, il y a eu un remarquable travail en commun qui fait qu'au bout du compte, on a pratiquement eu satisfaction sur tous les points qu'on voulait soit éviter, soit mettre en avant. Et en fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'aussi EASA était intelligent, ils se sont servis de la certification Isago de IATA et beaucoup de points sont déjà acquis. Donc, les grands groupes d'assistance sont déjà à peu près à niveau. Il nous reste peut-être simplement à s'assurer qu'on est bien coordonné avec les aéroports. Euh, Peut-être les petits assistants peuvent avoir un peu de problème, mais bon, on les aidera. On n'a pas à être certifié, c'est juste du déclaratif. Et bah, la prochaine étape, c'est l'organisation des contrôles avec la DGAC et on a des contacts avec la personne qui va travailler là-dessus. Alors, on a du temps, hein. Ça vient de paraître, on a jusqu'au 1er janvier 2028 pour mettre tout ça en œuvre. Alors, une dernière idée, truc complètement dingue dans l'assistance, c'est la gestion des PAX indisciplinés. On en a de plus en plus. Et quand je dis indisciplinés, c'est pas des injures. C'est les gars qui crachent sur les passagers, qui leur mettent des paires de claques, qui envoient le mieux qu'on a vu, c'est un extincteur envoyé par un passager dans un comptoir, vous voyez, des trucs comme ça. Il n'existe pas aujourd'hui de texte permettant d'agir sur les paxis au sol. Il y en a un en vol. Donc il y a un travail qui vient de commencer, notamment animé par la DGAC. Et en fait, comment on peut traiter les paxis au sol? Façon, bah, on a eu quand même des personnes récemment qui ont été envoyées à l'hôpital. Hein. C'est pas neutre. Et comment relier un paxi au sol à un paxi en vol? C'est-à-dire comment faire en sorte que quand on a détecté des comportements vraiment dangereux, agressifs au sol, ben, l'équipage puisse être au courant. Parce que ben, vous avez lu aussi comme moi que des taxis en vol, il y en a de plus en plus. Hein. Je discutais l'autre jour on discutait avec le directeur général Via Partner qui dit à Bordeaux, bah, presque toutes les semaines, on a un avion qui fait l'Espagne, entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, qui s'arrête à Bordeaux parce qu'il y a eu une émeute à bord. Alors maintenant, l'avenir. Alors, hein, l'avenir, il y avait une phrase célèbre de Saint-Exupéry hein, sur l'avenir. Alors, regardons les émissions de CO2. Vous voyez, le tout petit truc en jaune, c'est les émissions du matériel au sol. Euh, donc, en fait, on ne représente pas grand-chose, mais pourquoi? Bah, parce que le plus, hélas, ça reste tout ce qui touche autour de l'avion. Et là, bah, c'est toutes les démarches sur les SAF, etc., etc. On voit quand même que l'arrêt des APU, ça fait disparaître de 5% les émissions. Et en fait, on s'aperçoit aussi que le jour où on aura supprimé tous les groupes les GPU, Group Power Unit mobiles, eh ben, on a encore réduit les 2%, mais aujourd'hui, bah, notre objectif, c'est de ramener ça à presque 0%. Alors, aujourd'hui, en France, 46% du parc de matériel est électrique. Ce qui peut poser quelques problèmes, c'est si on va au-delà, est-ce que les aéroports auront la capacité d'en envoyer assez d'électricité? Notre objectif, et on l'a écrit et on l'a mis à tout le monde, 90% en 2030. Alors pourquoi 90? Parce que il y a des équipements qu'on ne sait pas aujourd'hui électrifier. Les camions de fret de Roissy, aujourd'hui, on ne sait pas les aider. Alors, quels sont les obstacles? Un, le surcoût des matériels. On compte 15% de plus aujourd'hui sur un matériel décarboné par rapport à un matériel standard. Et j'ajouterais qu'on a des matériels au fioul qui sont très loin d'être amortis. Le coût des infrastructures électriques. Il y a des discussions, pas toujours faciles, mais j'espère qu'elles aboutiront sur le coût de l'électricité, de la fourniture. Et puis, donc, le coût maintenant d'achat des énergies décarbonées. Et donc, voilà, tout ça, c'est des coûts importants. Alors, je vous invite à vous euh, relier au livre blanc de la CSAE sur la décarbonation, qui est très bien fait.
et qui permet de... Alors, notre objectif, il faudrait qu'à la fin, il y ait un partage des coûts entre les compagnies, les aéroports, les assistants. Les compagnies elles sont un peu hypocrites en la matière, c'est-à-dire qu'elles disent, nous, on a assez à faire avec les SAF, finalement, on s'en fout de votre matériel électrique. Hein. Grosso modo, continuez à utiliser, nous, ça ne nous gêne pas du tout. Donc, quelles sont les sources? D'abord, à court terme, c'est l'utilisation du fameux HVO à la place du diesel. Alors, c'est un nom un peu invraisemblable, Hydro-Treated Vegetable Oils. C'est bien parce qu'on n'a pas changé les moteurs. On peut l'utiliser sans aucune difficulté. Et donc, on peut avoir sur un aéroport des cuves diesel d'un côté, HVO de l'autre. Bien sûr, on pense qu'aujourd'hui, c'est l'électrification qui va être le plus gros atout, mais il y a l'hydrogène quand même qui nous titille un peu. Alors, sur la décarbonation, bah, maintenant, on considère presque sur l'électricité, bon, il y a encore quelques problèmes sur les gros pousseurs, etc., mais on considère presque on aura du matériel, sauf quelques cas de matériel. Il y a aussi les camions de Catherine hein, qui posent problème. Par contre, sur l'hydrogène, il y a très peu de réflexion et surtout, il n'y a aucun prototype utilisable. Bah, il faut suivre les progrès, dire que l'assistant ne doit pas se contenter d'attendre dans son coin. Il faut qu'il suive les évolutions numériques, le drop-off, la biométrie, qui est encore assez peu utilisée en France, mais qu'on commence à voir sur beaucoup d'aéroports. En piste, bah, c'est les nouveaux matériels télécommandés, accostage automatique, tracteur autonome, bah, vous l'avez en bas là, hein. C'est un tracteur, bah, il quitte le tribagage jusqu'à l'avion sans chauffeur. Hmm. Il y a aussi, en Angleterre, ils ont testé comment ça s'appelle, des conteneurs qui allaient tout seuls à l'avion, télécommandés. Et là, vous avez un repousseur télécommandé. Et la biométrie, bah, ça, je crois que c'est le cas de Miami, où le passager passe dans le couloir et quand il arrive à la porte, soit elle ne s'ouvre pas, parce qu'il l'a repéré. Et puis, bah, on va aussi avoir à utiliser l'intelligence artificielle, d'abord pour le point clé qui est la planification, l'ordonnancement des tâches. Là, il y a des gros progrès à faire. Pour aussi la gestion des ressources matérielles, l'optimisation en temps réel, en fonction des aléas. L'amélioration des matériels, hein, fiabilité, disponibilité, optimisation des plans de maintenance. Et voilà, on approche de la conclusion. Oh, je suis pas mal finalement. Alors, ce que veulent les assistants, c'est d'arrêter d'être considérés comme des sous-traitants. Elle veut être un maillon important du transport aérien parce qu'on a des choses à dire, on a des choses à faire, on peut améliorer. Alors, on travaille collectivement. On a une chambre syndicale, la CSAE, qui est hyper active. Euh, on travaille avec la DGAC, avec de très bons contacts. On travaille avec l'UAF et avec la FNAM, bien entendu, puisque la CSAE est membre de la FNAM. Et puis individuellement, ben, les assistants, ils vont travailler avec les aéroports, que ce soit au sein des CDM, des CAPOC, des différentes instances, avec toujours une idée, c'est être associé le plus en amont possible au projet de modification. Pourquoi? Pour pas être la dernière roue du carrosse au moment où les projets arrivent à terme. Donc ce souci d'intégration, ben, on le dit à tout le monde et on essaie de le faire vivre. Et ben, je peux vous dire qu'au sein, avec ADP, il y a des réunions, par exemple à CDG, on a une réunion hebdo avec la direction de l'aéroport. À Orly, c'est un peu moins souvent, mais on l'a quand même régulièrement. Donc il y a beaucoup de contacts et en province, ben, ça se fait en fonction des aéroports, bien sûr de leur taille et surtout des évolutions. Et voilà, j'ai fini. Alors juste quelques documents, vous pouvez aller sur le site www.csae.fr, vous trouverez les dernières actualités. Il est actualisé toutes les semaines. On a une page LinkedIn aussi, CSAE. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai vu que dans la liste des gens qui venaient, il y avait des anciens des masters. Donc, il faut savoir qu'il y a un module master à l'ENAC. Le document clé de l'assistance qui est l'AHM de IATA ainsi que l'IGOM qui est en fait le manuel type d'opération pour compagnie aérienne. Voilà, maintenant je me tiens à votre disposition. On a trouvé le maillon et il vous remercie. Merci Michel pour cette super présentation. Alors, je vous propose d'ouvrir vos micros si vous avez des questions Ce sera en mieux. direct. Voilà. Sortirez la présentation peut-être. Oh, bah, si tu veux.
Ouais, ça sert plus à rien. C'est comme tu veux. Voilà. Là, comme ça, on te voit en grand. Alors, n'hésitez pas, ouvrez vos micros, posez vos questions. On est une trentaine. Alors, Arnaud, Oui, bonjour. avec plaisir. Bonjour Michel, c'est Arnaud. Arnaud Franck, je travaille à Airbus Beyond, qui est une filiale de formation d'Airbus. Oui. Donc j'étais très intéressé par ton point sur le besoin de formation du personnel. C'est compte tenu des besoins de recrutement, j'imagine qu'il y a un énorme besoin de formation. Et c'est vrai que nous, par exemple, on travaille beaucoup avec beaucoup de fournisseurs de compagnies aériennes, beaucoup de compagnies aériennes, mais c'est vrai, c'est peu avec les assistances aéroportuaires. Bon, ça, c'est un point. Tu as mentionné un élément important, c'est que dans l'industrie, il y avait une concentration accrue des acteurs, hein, avec Oui. les arrachats de WFS, de Menzies, de d'autres. Qu'est-ce que tu penses qui est la dynamique et pourquoi il y a cette fusion? Parce que tu parles de marge faible et donc comment fait-on pour acheter des compagnies si on n'a pas de marge? Alors, je veux dire, ceux qui achètent, généralement, c'est ceux qui ont des marges. Oui, ça, bien Hein. sûr. C'est-à-dire que quand on regarde SATS là, de singapouriens, c'est une compagnie qui a plein d'argent. Souvent, d'ailleurs, ils bénéficient de situations privilégiées sur leur aéroport. Hein. Si je prends le cas de NAS, NAS, c'est des Coétis, ils n'ont pas les mêmes valeurs financières que nous. Hein. Alors, après ça, bah, il y a toujours le désir des dirigeants bah, de s'accroître, de s'accroître, de s'accroître, ce qui n'est pas forcément une excellente idée parce que quand on fait de l'assistant, je vais dire n'importe quoi, à Rome ou à Montevideo, la synergie, elle n'est pas évidente. Hein. Un peu sur un peu sur l'achat du matériel, et encore, souvent, les pays, il y a des matériels qui sont pas compatibles avec certains pays. Je crois que c'est aussi ben, la tendance, un peu comme il y a eu dans les compagnies aériennes, comme il y a eu dans l'hôtellerie, etc., quoi. Et puis, bah, il y a des gens qui rêvent. Hein. J'ai toujours la phrase en tête de l'ancien patron de TWA qui disait comment on devient millionnaire, ben, on est milliardaire et on achète des compagnies aériennes. Et ben, moi, j'ai vécu un rachat du groupe où j'étais par un groupe financier, mais c'était débile, quoi. Ils pensaient qu'ils allaient faire des 1000 et des 100. Et en fait, ils se sont vite aperçus que les 1000 et les 100, ben, c'était plutôt des 2, 3, 4, 5%, quoi. Mais je pense qu'il y en aura encore. Ben, tout le monde se dit que dès Nathan, un jour ou l'autre, il va essayer de mettre ses pieds dans la gamelle des autres. Hein. Ben pourquoi? Parce que dès Nathan, il fait ce qu'il veut à Dubaï. Hein. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses que la croissance de ces grands groupes va permettre, parce qu'un des problèmes que tu mentionnais, c'est les équipements, Oui, en particulier les équipements décarbonés. Bon, encore une société, je me souviens de discussions avec Celebi ou avec d'autres, quand tu te lances sur un aéroport, tu dois acheter les équipements, si oui, tu arrives. Donc, c'est des gros investissements. Et effectivement, ça met du temps à se rentabiliser. Et effectivement, comme pour les avions, une fois que tu as l'équipement qui est en place, tu n'as pas envie d'en acheter un autre qui marche avec à l'hydrogène oui, ou à l'électrique. exactement, exactement. Alors, c'est pour ça on a quand même de plus en plus d'assistants qui passent avec des formules de leasing. Hein. D'accord, Hein. Mais c'est vrai que euh, le, alors on a des aéroports où on a mutualisé le matériel. Je pense à Hong Kong, je pense à Luton en Angleterre, etc. C'est toujours un peu compliqué bah, parce que bah, les sociétés, elles ont leur matériel, elles n'ont pas envie de s'en défaire, etc. Mais comme tu dis, en fait, quand tu achètes aujourd'hui un matériel qui n'est pas encore électrifiable, on va l'utiliser pendant 10 à 15 ans. Hein. Ça veut dire que pendant 10 à 15 ans, on peut avoir encore du matériel en diesel. bien sûr. Et alors, question difficile, c'est on a vu en Europe l'émergence des low cost. On est Ouais. arrivé avec des modèles avec quelquefois des aéroports où on demandait moins d'assistance parce que les low cost ne voulaient pas payer certaines assistances. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une évolution possible d'un modèle low cost du ground handling? Bah, on y est déjà un peu, mais moi je dis toujours, hein, quand on a 200 bagages à charger, qu'ils soient sur un Legacy ou un low cost, qu'ils soient sur un 320 d'Air France ou sur un 320 d'EasyJet, c'est 200 bagages à charger. Hein. Bien sûr. Alors bien sûr,
en termes d'enregistrement, tout ça, ça permet, avec tous les enregistrements par Internet, par borne, on a beaucoup moins de personnel qu'avant. C'est clair. D'accord. Et, Mais le problème des low cost, alors je vais rien trahir, mais il y a une grosse différence de prix entre les assistants privés et les petits aéroports. Pourquoi? Parce que pour un petit aéroport, c'est presque vital, le low cost. On voit ce qui est en train de se passer avec Ryanair. Hmm. Donc, mais l'assistant privé, il peut pas faire de cadeau à Ryanair, quoi. d'accord, oui, merci. D'autres Je vais, questions? je vais On a, laisser. on a deux remerciements de personnes qui doivent partir et qui ont trouvé ta présentation très enrichissante, qui te remercient. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, on a un nouveau message dans le chat. Ah ben, un remerciement aussi d'Olga. Ah, on a dû se croiser avec Olga il y a quelques années. Ah, vous vous rappelez de moi. Bonjour Oui, Michel. oui. Bah Bah, déjà, je vais vous féliciter. déjà, vous Oui. avez un nom qui passe pas inaperçu. Désolée, je mets pas le caméra puisque je suis avec mon peignoir. Et si ça se passe sur YouTube, j'ai pas l'envie de m'apercevoir en peignoir sur YouTube. Voilà. Mais bravo pour votre. C'est vrai, on s'est vu à Biarritz, si mon mémoire ne me trompe pas. OK. Et je crois que c'était la conférence où on a beaucoup parlé aussi de tout ce qui est l'assistance musicale, handling, etc. Et bah merci beaucoup. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et Eh ben, merci. surtout ce point concernant que les assistants musicaux doivent être reconnus Oui. les mêmes acteurs comme des compagnies aériennes et des aéroports, puisque c'est vrai que le débat ça se passe entre des compagnies et des aéroports, et on a l'air d'oublier qu'il y a d'autres acteurs autant importants dans le domaine. Voilà. Oui. Mais alors, à contrario, on n'a pas envie d'être connu du grand public, hein. Pourquoi? Parce qu'on préfère être en deuxième ligne vis-à-vis du grand public. On ne peut pas se Je comprends. substituer à la compagnie, hein. Faut être très clair. Commercialement, c'est toujours la compagnie qui garde la responsabilité. Ouais, 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 je comprends. J'ai vu une question là. Oui, il y a une question d'Anaïs. Comment trouver le module Grand Handling du master? Ah ben on ne peut pas le trouver. Il faut y assister. Il faut y assister. C'est une semaine. Donc il n'y a pas de. Il n'existe pas en tant que tel. C'est pas un document. Il y a un remerciement d'Ophélie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question en direct pour profiter de Michel tant qu'il est là? Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Oui, bonjour. Alors moi je m'appelle Olivier Fage, je travaille à la DGAC, euh, INAC 85. Donc merci pour votre présentation, c'est très intéressant. J'avais une question, moi, à propos de la culture juste. Est-ce que Ah, vous diriez qu'il y a des progrès? Alors, j'avais peut-être une impression, mais qui est peut-être pas exacte, que la culture juste n'était pas très développée dans ce milieu-là, et que malheureusement ceux qui faisaient des erreurs étaient peut-être sanctionnés. Euh, Peut-être dû au service level agreement là qui voulait qu'on ait des pénalités quand on n'a pas bien travaillé. Donc, est-ce que vous pensez que ça progresse quand même dans ce oui, milieu? oui. Il y a une prise de conscience. C'est évident, il y a une prise de conscience. Et la prise de conscience, bah, ça consiste à se dire, dans le fond, une erreur, tout le monde peut en faire. Au début, oui, c'est vrai que quand notamment un agent cassait un avion, la première tendance, c'était de dire, bon, allez, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. C'est plus le cas. Bon, faut pas qu'il en casse trois, quatre, etc. Aujourd'hui, on adapte la première sanction, ça peut être simplement bah, d'être reçu par le patron de l'escale pour essayer de comprendre. Et d'ailleurs, plus on utilise ça, plus l'agent qui a fait une ânerie va devenir l'ambassadeur pour dire, les gars, voilà ce que j'ai fait, voilà le truc, ne refaites pas la même chose. Donc oui, je pense qu'il y a une vraie amélioration.
Bon, ça ne veut pas dire que le droit à l'erreur est reconnu, mais comme on disait, hein, persévérer dans l'erreur, c'est pas non plus une bonne idée. Ouais. Merci de la réponse. Merci. Bon, on fera jamais de miracle, hein, on peut avoir Le problème souvent de la culture juste, c'est l'encadrement intermédiaire. Et pourquoi? Parce que souvent, je vais le dire honnêtement, souvent c'est pas celui qu'on forme le plus. Hein, on prend souvent un très bon agent pour en faire un superviseur, et un superviseur, c'est pas forcément un très bon agent. Hmm. Et de plus en plus, on essaie de former justement les futurs superviseurs, les futurs cadres, pour leur donner des notions de management de leur personnel. On a des remerciements d'amis qui dit que la présentation était très intéressante et que ça va beaucoup l'aider. Eh Donc ben, c'est en gentil. MSAM 2020. Et encore des remerciements. Ah, il y a une question. Où en est aujourd'hui l'innovation dans l'assistance d'escale en France? Surtout l'utilisation d'IA. Alors là, ça dépend de société. Chaque société a son truc, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que de plus en plus, et notamment pour ce qui touche aux gestions des plannings des personnels, on utilise de plus en plus des outils sophistiqués, euh, parce que la gomme et le crayon, ben, elle a ses limites. Et elle a la limite déjà de la gomme et du crayon, mais aussi de celui qui tient la gomme et le crayon, hein, qui a tendance souvent à répéter les mêmes choses toujours alors qu'elles ne conviennent pas. Donc, je dirais on est au bœuf à bas, hein. On est au bœuf à bas, mais je pense qu'on va y... Alors, on le trouve par contre de plus en plus dans la gestion des matériels, maintenance notamment. Mais bon, on n'est pas encore au bout du compte. Merci pour la On ne réponse. pourra faire de l'IA que si on garde la touche humaine à côté, hein. Ça, pour moi, c'est très clair. Si on va trop loin dans l'IA, de même que si les compagnies vont trop loin dans l'automatisation des processus, eh ben, on perdra le facteur humain et quand on perdra le facteur humain, eh ben, le risque, c'est de complètement perdre ce contact. Et les passagers, ils ont besoin de ce contact. Je rajoute des remerciements pour toi, Michel, dans le chat. Il y en a plein. Est-ce que quelqu'un aurait une dernière question? Il est 19h46. Une dernière, après on se quitte. Guy, tu n'as pas parlé. Guy Marguet est appelé. Bon, Voilà. je suis heureux de voir que Michel est en bonne santé, tout va bien. Je peux vous en donner une, mais bon, c'est pas la peine, hein. Eh Alors, ben, Non, vas-y. moi, il me reste à vous remercier tous d'avoir participé et d'être venus m'écouter. Si j'ai pu ajouter un petit truc à votre culture individuelle, bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Eh ben, merci beaucoup, Michel. C'est nous qui te remercions du temps passé avec nous. Je rappelle aussi qu'on a enregistré ce webinaire, donc on va pouvoir le proposer en replay sur la chaîne YouTube d'Inacalumni, sur laquelle évidemment vous pouvez vous abonner, comme ça vous n'en louperez pas un. On ne les fournit pas tous parce que ça dépend évidemment de l'accord du principal intéressé qui présente, mais en tout cas Michel est OK, donc on va pouvoir le diffuser. OK. Voilà. Eh ben, écoutez, Merci bonne beaucoup. soirée à toutes et à tous. Bonne soirée et bon appétit, Michel, parce que je sais que tu as faim depuis Ah longtemps. ouais, j'ai faim. Allez, À Merci au très revoir. Michel. bientôt. Merci à Au tous. et revoir. bon Belle chocolat de soirée, au Pâques, hein. revoir. Oui. Oh non, Bonne non, pas. soirée. Allez, au revoir. À bientôt. Au Merci revoir. Estelle. Au revoir.